Dans cette vidéo, je vais faire une analyse linéaire du film Leaving Neverland, la version longue de 4 heures, qui met en évidence les incohérences et problèmes déontologiques du film. Je précise que je ne vais pas mettre d'extrait du film dans cette vidéo, pour des raisons liées aux droits d'auteur, mais je vais décrire précisément les passages auxquels je fais allusion. Pendant les 20 premières minutes du film, les Robson et les Sefcock se présentent et présentent leurs familles respectives. Ils racontent dans quelles circonstances ils sont rentrés en contact avec Michael Jackson. Wade Robson a gagné un concours de danse qui lui a permis de le rencontrer pendant le bas de tour. Jimmy Sefcock est apparu dans une publicité avec Michael Jackson. Les Sefcock racontent une histoire complètement différente dans le film sur la façon dont leur relation avec Michael Jackson a commencé par rapport à la plainte de Jimmy Sefcock. C'est la même histoire sur la première rencontre lors du tournage d'une publicité Pepsi, fin 1986, début 1987, mais après cela, les histoires diffèrent considérablement. Dans le film, nous entendons Stephanie Sefcock dire « Un jour, le téléphone a sonné et j'ai décroché. Salut, c'est Michael. J'appelle d'Australie. J'ai vu la publicité de Jimmy. Je me suis dit, comme c'est touchant, il ne pense pas que c'est sa publicité, il pense que c'est celle de Jimmy. Donc, j'ai mis Jimmy au téléphone et je pouvais entendre Jimmy dire « Les gens me disent à l'école que tu es bizarre. » Michael a dit « N'écoute pas ce que quelqu'un dit. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas bizarre. » Et la relation a commencé. Donc Michael est toujours en Australie et a demandé s'il pouvait envoyer une équipe à notre maison pour filmer Jimmy. Donc une équipe est venue et Jimmy n'avait pas de poster de Michael. Alors ils ont affiché des posters de Michael dans toute la chambre de Jimmy. Donc quand ils ont filmé, vous savez, c'était plus attrayant. C'était excitant pour nous tous, pour toute la famille. Je me suis assis sur le lit et y ai mis tous mes souvenirs et ils m'ont juste interviewé. Et puis j'ai fait un petit spectacle de danse et ils ont filmé ça. Maintenant que je regarde ça, c'est presque comme une audition pour lui. Il envoie cette équipe de tournage. Il n'a pas expliqué ça. Je pensais juste qu'il était loin et que ça faisait partie de comment il peut être avec les gens. Et il a précisé qu'il était très seul, il n'avait pas d'amis. Et puis sa secrétaire ou quelqu'un a appelé et a demandé si nous aimerions aller dîner à la maison Havenhurst. Voilà donc comment la relation de Michael Jackson commence avec les Sefcock, d'après Leaving Neverland. L'histoire dans la plainte de Jimmy Sefcock, cependant, ne ressemble même pas à cela. Ici, on affirme qu'après la publicité de Pepsi, Michael Jackson a écrit une lettre à Jimmy Sefcock, datée du 10 mars 1987. Remarquez comment, dans la première phrase du paragraphe 12, l'implication est que c'était Michael Jackson qui a initié le contact. Cependant, si vous faites attention à la lettre suivante que Michael Jackson a écrite à Jimmy, sa première phrase est « Merci pour ta lettre », ce qui indique clairement que Michael Jackson répond à une lettre que Jimmy lui a précédemment écrite. Cette lettre initiale n'est pourtant jamais mentionnée explicitement dans la plainte de Jimmy Sefcock. Dans la plainte, après cette lettre, donc peu de temps après le 10 mars 1987, les Sefcock sont invités à la maison de Michael Jackson à Havenhurst et le jour de Thanksgiving, 26 novembre 1987, ils sont déjà bons amis avec Michael Jackson. C'est donc une histoire assez différente de ce que nous voyons dans le film. Dans le film, les Sefcock affirment que le début de leur relation avec Michael Jackson a eu lieu quand Michael Jackson, juste à l'improviste, les a appelés d'Australie. Ils affirment que c'était leur premier contact avec lui après la publicité Pepsi. La période où Michael Jackson était en Australie en 1987 est novembre, et le film représente également cette scène après le marqueur de temps de novembre 1987. Voici les dates où Michael Jackson s'est produit là-bas pendant son bad tour. Dans la plainte de Jimmy, en revanche, le jour de Thanksgiving, 26 novembre, ils étaient déjà amis avec Michael Jackson, et Michael Jackson passe Thanksgiving dans la maison des Sefcock. Ce qui est assez étonnant, car en réalité, il était en Australie, comme nous l'avons vu avec les dates de tournée. Un autre fait à souligner est que le film Batteries Not Included n'est sorti que le 18 décembre 1987. Il semble y avoir un zèle de la part des Sefcock pour décrire Michael Jackson comme l'initiateur de la relation. Nous pouvons seulement apprendre que ce n'était pas le cas si nous prêtons attention à la première phrase de la lettre de Michael Jackson à Jimmy le 10 mars 1987. C'est peut-être la raison pour laquelle le film ne montre ou même ne mentionne pas cette lettre,
mais prétend plutôt que la relation a commencé avec Michael Jackson, appelant les Safe Shock d'Australie à l'improviste en novembre 1987, puis Michael Jackson envoyant immédiatement, alors qu'il était encore en Australie, une équipe de tournage pour filmer Jimmy. La suggestion semble être que Michael Jackson a fait cela pour voir si Jimmy est à son goût en tant que victime potentielle. Sauf que, s'il avait déjà une amitié avec la famille avant cela, et qu'il s'était déjà rendu visite plusieurs fois auparavant, alors bien sûr cette suggestion sur l'équipe de tournage n'a aucun sens. Sans parler du fait que Michael Jackson et Jimmy avaient tourné la publicité pour Pepsi ensemble avant. Jimmy Safechuck affirme avoir pris la veste de Thriller qui lui aurait été donnée par Michael Jackson. En réalité, il n'en a jamais été propriétaire. Michael Jackson n'a jamais donné à Jimmy la veste de Thriller. Michael Jackson l'a donnée à Dennis Tompkins et Michael Bush durant la période Bad, et elle était en leur possession jusqu'à ce qu'elle soit vendue par Julian Auctions en juin 2011. Une photo de Jimmy Safechuck est montrée dans un avion avec un très mauvais montage. Où est sa main qui est supposée tenir le chapeau? Stephanie Safechuck affirme avoir laissé son fils passer du temps seul avec Michael Jackson lors de leur séjour à Hawaï pour la convention Pepsi. Mais les photos de ce séjour la montrent toujours avec eux. Laissait-elle réellement son fils seul avec Michael Jackson? D'après le témoignage de Karen Fay, maquilleuse régulière de Michael Jackson pendant 27 ans, Stephanie Safechuck était toujours avec son fils, ce qui rend les accusations de Jimmy Safechuck absurdes. Les accusations de Safechuck sont absurdes. Sa mère était toujours avec eux. J'étais là aussi. Jimmy Safechuck parle d'une fausse interview qu'il a enregistrée avec Michael Jackson dans l'avion. On entend un extrait de l'interview, visiblement destiné à suggérer que Michael Jackson aurait déjà eu une obsession pour Jimmy Safechuck. Mais des passages de l'interview ont été coupés, dans lesquels Michael Jackson dit qu'il aime passer du temps avec l'ensemble de la famille Safechuck, et non seulement avec le garçon. On peut voir la totalité de la retranscription dans la plainte de Jimmy Safechuck, ce qui permet de relativiser la prétendue obsession de Michael Jackson pour Jimmy Safechuck. La nuit des Safechuck à Paris est présentée comme la première nuit où les parents auraient été éloignés de Jimmy Safechuck à l'hôtel après plusieurs nuits à voyager avec Michael Jackson en tournée pour le Bad Tour. Sauf que c'était en fait leur première nuit de la tournée avec Michael Jackson, d'après la propre plainte de Jimmy Safechuck. Jimmy Safechuck parle de nuits qu'il aurait passées avec Michael Jackson. Une photo de lui sur un lit avec Michael Jackson s'affiche. Cette photo a été prise sur le tournage du clip de Speed Demon en mars 1988, donc avant la période des abus sexuels présumés. Cette photo ne permet donc pas de démontrer que Jimmy Safechuck passait réellement la nuit dans la chambre de Michael Jackson à partir de juin 1988 sur le Bad Tour. Jimmy Safechuck affirme que Michael Jackson aurait acheté Neverland pour lui alors qu'il avait déjà le projet de l'acheter avant. Jimmy Safechuck affirme que Michael Jackson aurait commencé à l'agresser en 1988 et Michael Jackson avait déjà signé le contrat pour l'achat de Neverland en 1987. Jimmy Safechuck affirme avoir été agressé dans le village indien, l'Arcade, le petit château de Neverland, entre 1988 et 1992, période où il prétend avoir été agressé sexuellement. Sauf qu'il n'y avait pas de lit dans l'Arcade et le petit château, contrairement à ce que Jimmy Safechuck dit. Cela a été confirmé par Alan Scallan, ancien employé de Neverland, et Brad Sundberg, ingénieur du son ayant travaillé à Neverland. Quelques minutes plus tard, on entendra Joy Robson dire que Michael Jackson n'avait que le cinéma à cette époque à Neverland, ce qui contredit donc Jimmy Safechuck. Est-ce que le village indien et le petit château existaient seulement en 1988 ? D'après ce que dit Joy Robson, la réponse est non. Brad Sundberg confirme qu'il n'y avait pas de lit dans l'arcade et le château. Alan Scallan, ancien employé de Neverland, confirme également qu'il n'y avait pas de lit dans l'arcade et le château. Alan Scallan dit qu'il se souvient d'avoir seulement vu des livres, des étagères et des jeux vidéo dans l'arcade. Stephanie Safechuck affirme que Michael Jackson s'était enfermé avec son fils au cinéma à Neverland et que la porte était fermée à clé. Le cinéma ne pouvait pas être fermé de l'intérieur. Cela a été confirmé par Alan Scallan, ancien employé de Neverland. Elle affirme les avoir trouvés dans un lit. Comment Michael Jackson pouvait-il être au lit après s'être levé pour ouvrir la porte si elle était fermée de l'intérieur? Jimmy Safechuck affirme avoir été agressé dans la piscine de Neverland, qui était filmée par des caméras de surveillance.
Taj Jackson affirme qu'il y avait des caméras de surveillance et des employés passant devant la piscine régulièrement. Jimmy Sefcock affirme avoir été agressé dans la gare de Neverland, qui n'existait pas encore à l'époque où il dit avoir été agressé. Il dit avoir été agressé entre 1988 et 1992 et la gare n'existait pas avant la fin de sa construction en 1994. Dans une scène de Living Neverland, Jimmy Sefcock affirme que Michael Jackson l'aurait agressé dans pratiquement tous les coins de Neverland, y compris dans des espaces ouverts et plutôt publics, comme la piscine ou le théâtre. La scène entière semblait être un aperçu de chaque zone notable de Neverland pour tenter de les salir et les polluer avec des images d'abus sexuels dans l'esprit du téléspectateur. Dans sa plainte, Jimmy Sefcock décrit Michael Jackson comme un agresseur paranoïaque qui allait très loin pour ne pas être détecté. Il affirme, entre autres, que Michael Jackson utilisait prétendument des exercices avec lui, ou que Michael Jackson mettait en désordre la chambre où Jimmy aurait dû dormir pour que le personnel ne remarque pas qu'à la place, il avait dormi dans le lit de Michael Jackson. D'après les accusations de Jimmy Sefcock, Michael Jackson est allé jusqu'à le préparer et lui faire pratiquer ce que la police lui dirait à l'avenir, même s'il n'y avait aucune trace d'une enquête policière contre Michael Jackson à l'époque. Michael Jackson était généralement très prudent, d'après la plainte de Jimmy Sefcock. S'inspirant d'une théorie de l'accusation lors du procès de 2005, Jimmy Sefcock et Wade Robson ont tous les deux mis l'accent sur la sonnette d'alarme installée dans la chambre de Michael Jackson. L'accusation et les médias ont tenté de la décrire comme quelque chose de sinistre, mais objectivement, nous parlons simplement d'une cloche qui sonne quand quelqu'un entre dans la section du rez-de-chaussée de la chambre de Michael Jackson. C'est parfaitement compréhensible quand on sait que souvent, il y avait des dizaines ou même des centaines de gens séjournant et se promenant à Neverland, des invités, des fans et le personnel. Il est évident que les agressions sexuelles d'enfants ne sont pas la seule option pour laquelle une célébrité internationale voulait recevoir un avertissement quand quelqu'un entre dans ses quartiers privés. Quand on parle de la chambre de Michael Jackson, c'est un complexe avec un étage aussi grand que l'est l'appartement d'autres gens. Fondamentalement, c'était la suite privée de Michael Jackson avec une salle familiale en bas et une chambre en haut. Néanmoins, en 2005, l'accusation a fait une grosse affaire de la sonnette d'alarme. Ironiquement, elle a finalement aidé à disculper Michael Jackson. Et maintenant, nous la voyons mise en avant dans les plaintes de Jimmy Sefcock et de Wade Robson. Voici un extrait de celle de Jimmy Sefcock. La suggestion est claire dans la plainte et devient même encore plus claire dans le film quand ils prétendent essentiellement que Michael Jackson avait installé la sonnette d'alarme pour pouvoir détecter si quelqu'un approchait quand il agressait prétendument des enfants. Avec ceci à l'esprit, il est certainement étrange que dans le film, Jimmy Sefcock parle de Michael Jackson l'agressant prétendument dans tout Neverland, dans la piscine qui, soit dit en passant, était entourée de caméras, dans le jacuzzi, au théâtre, dans les tipis du village indien, à l'étage dans l'arcade, dans la maison des souvenirs, dans le château dans le parc à thème et dans une pièce à l'étage de la gare. Quand il a fini de lister tous les endroits où il aurait été agressé, Jimmy Sefcock remarque dans le film « Ça arrivait tous les jours ». À quoi servait la sonnette d'alarme dans la chambre de Michael Jackson et toutes les autres précautions paranoïaques, comme de soi-disant exercices, si ensuite il emmenait James Sefcock dehors, dans des lieux ouverts et très publics, pour l'agresser tous les jours, où ils auraient pu être surpris à tout moment. Mais en laissant cette petite faille dans l'intrigue derrière nous pour l'instant, passons au sujet principal. L'accusation de Jimmy Sefcock, selon laquelle il aurait été agressé à la gare. Il dit dans le film « À la gare, il y a une salle à l'étage, et nous avions des relations sexuelles là-haut aussi. Maintenant, il y a un gros problème avec cette affirmation. La gare n'existait pas avant fin 1993, début 1994. C'est plus qu'une petite erreur de mémoire insignifiante par Jimmy Sefcock. Ce sont en fait le genre de bévues qui sont généralement des signes de fausses accusations construites avec le recul. Ce n'est pas juste que James s'est trompé de date, cela peut arriver. Mais ici, il parle d'un abus sexuel présumé, spécifique
spécifiquement dans la salle à l'étage d'un bâtiment très emblématique de Neverland qui n'existait même pas au moment de ses prétendus abus. De plus, veuillez considérer le fait qu'il a affirmé que l'agression à ces endroits avait eu lieu régulièrement, tous les jours. C'est le bâtiment dont nous parlons, l'un des bâtiments les plus reconnaissables et les plus emblématiques du ranch Neverland de Michael Jackson. Il existe des preuves pour démontrer qu'elle n'existait pas pendant la période où Jimmy Sefcock prétend que ces abus sexuels se sont produits. Sur une photo prise en août 1993, vous pouvez voir qu'il n'y a encore rien à son emplacement ultérieur. Dans un article de décembre 1993, pendant les accusations Chandler, il a été signalé que la gare était alors en construction. Et la preuve finale, l'autorisation pour commencer la construction de la gare de Neverland a été approuvée par les autorités le 2 septembre 1993. La construction s'est ensuite terminée en 1994. Au moment où la construction du bâtiment s'est achevée, Jimmy Sefcock avait 16 ans. Il n'y a pas d'accusation selon laquelle Michael Jackson l'aurait agressé à 16 ans. En fait, toute sa narration dans la plainte et le film est que quand il a atteint la puberté, Michael Jackson a perdu tout intérêt pour lui et est passé à la prochaine victime, c'est-à-dire Brett Barnes, qui nie être une victime. L'affirmation de Jimmy Sefcock est que ces abus présumés se sont produits entre 1988 et 1992. Ici, dans ses propres mots de sa déclaration. Ici, c'est écrit encore dans un dossier de la Cour des successions déposé par Jimmy Sefcock. C'est répété plusieurs fois dans les documents judiciaires de Jimmy Sefcock qu'il allègue que ces abus sexuels ont eu lieu entre 1988 et 1992 alors qu'il avait entre 10 et 14 ans. Compte tenu du fait que Michael Jackson a fait une tournée mondiale en juin 1992 où il n'a pas emmené Jimmy Sefcock avec lui, c'est la dernière date pour laquelle toute accusation d'abus sexuels entrerait dans la chronologie de Jimmy Sefcock. En tout cas, la gare est théoriquement impossible à intégrer dans sa chronologie. Elle n'a pas été construite avant 1994. Elle a été terminée après les accusations Chandler. Jimmy Sefcock a eu 16 ans en février 1994. Il n'y a pas d'accusation selon laquelle Michael Jackson l'aurait agressé à 16 ans ou à tout autre moment après les accusations Chandler. En fait, dans le film, Jimmy Sefcock affirme qu'au moment des accusations Chandler de 1993, Michael Jackson était devenu un peu absent de sa vie et qu'il ne l'a recontacté que pour les accusations Chandler parce qu'il avait besoin de lui pour témoigner pour lui. Ce n'est pas seulement une petite erreur insignifiante sur les dates. C'est ce que Jimmy Sefcock prétend, avoir été agressé spécifiquement dans une pièce et dans un bâtiment qui n'existait même pas pendant la période en question et au moment où le bâtiment a été terminé, il avait 16 ans. Veuillez aussi prendre note du fait que Jimmy Sefcock affirme que les agressions dans ces lieux étaient des événements réguliers. Cela arrivait tous les jours. Les défenseurs de Jimmy Sefcock ont essayé d'expliquer cela en disant que peut-être il avait été agressé dans une autre gare de Neverland, mais les autres gares ne sont pas des bâtiments, juste des quais. Les voici. C'est juste un autre problème avec les accusations de Jimmy Sefcock, mais de loin pas le seul. Ces accusations n'ont jamais été soumises au même examen judiciaire que celles de Wade Robson, parce que son dossier n'a jamais été aussi loin dans le système judiciaire. Il a été rejeté au stade de l'exemption péremptoire, alors que celui de Wade Robson est allé plus loin, au stade du jugement sommaire. Donc, James Sefcock et sa famille n'ont jamais été déposés et aucune découverte n'a été faite sur eux. Pourtant, juste en lisant sa plainte et en regardant Living Neverland, nous pouvons déjà découvrir un certain nombre de gros problèmes avec ces accusations. Jimmy Sefcock décrit Michael Jackson comme quelqu'un qui lui aurait tenu des propos misogynes pour le détourner des femmes. Plus tard, Wade Robson prétend que Michael Jackson lui aurait dit de ne pas faire confiance aux femmes. Sur cette représentation de Michael Jackson comme étant prétendument misogyne, voici le commentaire de Mira Isami, la femme de Jonathan Moffett, un musicien qui a travaillé avec Michael Jackson pendant 30 ans. Écoutez ceux qui ont réellement connu Michael Jackson, dont mon fiancé Jonathan Moffett qui a travaillé avec lui longtemps. Michael était fou des femmes. Il est à 100% l'opposé de ce que Living Neverland décrit. Wade Robson raconte son trajet vers Neverland en voiture de manière précise, comme s'il s'en souvenait. En réalité, il s'en souvient après que sa mère lui en a parlé dans un mail.
En effet, beaucoup de ses emails à sa mère sonnent comme des interrogatoires pour un procès, avec Wade posant objectivement à Joy un grand nombre de questions sur les événements et les circonstances entourant leur relation avec Michael Jackson. D'après les emails, il est clair que Wade n'a pas beaucoup de mémoire indépendante qui lui est propre sur ces événements. Il doit se fier fortement aux souvenirs de sa mère pour construire son histoire. Plus tard, il a transformé certains de ses souvenirs en les siens. Par exemple, dans un email du 12 septembre 2012, l'une des questions qu'il pose à sa mère est « Quel était l'arrangement pour la conduite quand nous sommes tous allés à Neverland cette première fois ?» Lors de sa déposition en 2016, il revendique déjà cette histoire comme son propre souvenir indépendant. Michael a demandé si ma sœur et moi-même voulions voyager avec lui dans sa voiture et nous l'avons fait. Et donc nous avons roulé avec lui à Neverland pendant que mes parents et grands-parents ont suivi derrière. Donc c'était juste votre sœur et vous et Michael? Oui, dans la voiture. Est-ce que vous vous souvenez de cela spécifiquement ou est-ce quelque chose qu'on vous a dit depuis cette époque? Non, je m'en souviens. Joy Robson mentionne que Michael Jackson avait seulement le cinéma à Neverland au début des années 1990, ce qui contredit donc ce que disait Jimmy Safechuck précédemment. Wade Robson et sa mère Joy Robson changent de version concernant un séjour de la famille au Grand Canyon. Ils affirment maintenant que Wade Robson était resté seul à Neverland pendant que le reste de la famille partait au Grand Canyon. Dans une précédente déposition, Joy Robson avait dit que toute la famille était au Grand Canyon et Wade Robson avait affirmé avoir été agressé avant ce séjour. Chantal Robson s'aligne sur la nouvelle version de sa mère et son frère dans le film. Par ailleurs, on peut constater que la séquence où Joy Robson en parle a été faite avec plusieurs prises, car Joy Robson a rafraîchi sa teinture de cheveux. Voici Joy Robson et sa nouvelle teinture pour la séquence sur le Grand Canyon. Et voici Joy Robson le reste du temps dans le film. Voici Joy Robson dans une déposition en 1993. Joy Robson dans une déposition en 2016. Wade Robson affirme qu'il a touché les cheveux de Michael Jackson et qu'ils étaient comme du bryopade. Non seulement c'est un cliché raciste sur les cheveux des Noirs, mais c'est d'autant plus invraisemblable que Michael Jackson portait des perruques depuis son accident lui ayant brûlé la tête en 1984 sur un tournage. Wade Robson raconte que Michael Jackson l'aurait agressé dans son appartement de Westwood pendant que sa mère, Joy Robson, était dans la pièce à côté pendant le premier voyage des Robson à Los Angeles. Ce qui contredit l'histoire racontée précédemment par Wade Robson dans sa plainte, selon laquelle Norma Stekos aurait pris une chambre d'hôtel pour sa famille afin que Michael Jackson puisse l'agresser. D'ailleurs, Norma Stekos disparaît totalement de l'histoire racontée par Wade Robson dans le film, alors qu'il l'accuse d'avoir facilité son abus dans sa plainte. Dans sa plainte, Wade Robson affirme également que Michael Jackson l'aurait agressé dans son lit à Westwood. Sauf que d'après le témoignage de Blanca Francia, que Wade Robson cherche maintenant à utiliser comme témoin du fait qu'il aurait prétendument pris une douche avec Michael Jackson, pendant le procès de 2005, Michael Jackson n'avait pas de lit dans son appartement de Westwood et dormait dans un sac de couchage. Elle avait été amenée à nettoyer cet appartement en tant que femme de ménage en 1990. James Safechuck affirme que Michael Jackson lui aurait donné des bagues en échange de rapports sexuels. La scène où il sort les bagues a été tournée 17 mois après le reste de la séquence. James Safechuck a remis les mêmes vêtements pour donner une impression de continuité, mais le décor n'est pas tout à fait le même. Pourquoi tourner cette scène 17 mois après? Pendant cette scène, si on observe avec attention le regard et le langage corporel de Jimmy Safechuck, il y a d'ailleurs un passage pendant lequel il dit « It's hard to go back to that moment », fait une petite grimace en se mordant la lèvre, puis fait un signe de tête discret à la caméra pour indiquer qu'il faut couper. Wade Robson mentionne le fait que Michael Jackson le surnommait Applehead ou Little One, comme si c'était quelque chose qui lui était spécifique, alors que Michael Jackson utilisait fréquemment des surnoms similaires avec différentes personnes. Le surnom Applehead est par exemple mentionné dans le livre Private Conversations in Neverland with Michael Jackson du Dr William Van Valen. Michael a essayé de faire dire bonjour à Paris Jackson, mais tout ce qu'elle a fait, c'est mettre sa tête dans son bas de pyjama.
Cela a fait rire un peu Michael et il a dit « Paris, espèce de Applehead ». Finalement, après avoir entendu ce mot utilisé différentes fois au cours des mois suivants, j'ai compris que Applehead était en fait un terme affectueux que Michael utilisait pour toute personne qui était idiote. Paris Jackson s'est fait faire un tatouage Applehead sur le pied en hommage à son père. Dans cette vidéo, on entend Michael Jackson utiliser le surnom Applehead avec les enfants Cassio. They're buried. Bury him! Quicksand! Applehead! Quicksand. What did Dominic do to my babe? No, Oh, that shit. wasn't. Oh! Did you call it too? Joy Robson raconte que Michael Jackson envoyait plein de fax à Wade, ce qui donne l'impression que Michael Jackson aurait eu une obsession pour l'enfant. Dans sa déposition en 2016, elle avait donné le contexte de l'envoi de ces fax. Michael Jackson était très enthousiaste à l'idée d'envoyer des fax, car son employé Norma Stekos lui avait appris à utiliser la machine. Les fax envoyés à Wade Robson par Michael Jackson sont montrés comme s'ils étaient suspects, alors que Michael Jackson laissait des messages similaires à différentes personnes, enfants et adultes. Par exemple ici, ce mot à son neveu Taj Jackson. Taj, je t'aime et je suis fier de toi. PS, s'il te plaît, répète. Ici, ce mot à son garde du corps, Bill Bray. On peut donc constater que Michael Jackson écrivait fréquemment des mots à des personnes de son entourage en disant « je t'aime » et ce n'est pas du tout spécifique à Wade Robson. Une photo de la publicité L.A. Gear est montrée, sans aucune mention de la relation entre Wade Robson et Brandy Jackson. Voici le témoignage de Brandy Jackson à propos de cette relation. Tea time. Wade et moi, nous étions ensemble pendant environ 7 ans, mais je parie que ce n'est pas dans son documentaire parce que cela ruinerait sa chronologie. Et ai-je mentionné que c'était mon oncle, Michael Jackson, qui nous a mis ensemble? Wade n'est pas une victime. Wade Robson est un menteur. Je prie pour qu'il vienne à moi pour ses vérités parce que je le remettrai joyeusement à sa place. J'ai découvert que Wade m'avait trompé avec de multiples femmes qui, espérait-il, pouvaient avancer sa carrière. Vous pouvez connaître l'une d'entre elles parce que c'était un grand scandale de la pop music. Wade n'est pas une victime, c'est un opportuniste. Wade, tu as parlé constamment de vouloir être pertinent. Tu as brûlé tellement de ponts que maintenant, la seule fois où tu es pertinent, c'est quand ton titre, avec le nom de ma famille, est près du tien. Il est temps d'arrêter ces mensonges et de vivre ta propre vie. Les mensonges courent des sprints, mais la vérité court des marathons. So Wade and I met in approximately 1991. We had done several things together. We did the LA Gear photo shoot with my Uncle Michael, as well as the Black or White video. And after doing those, you know, when you're on set, everybody's hanging out and getting to know each other. But after doing those 2 shoots, he had developed a crush on me and had asked my Uncle Michael if he would basically put us in a situation where we could get to know each other further. So my uncle invited Wade, his mom and his sister, as well as me and my brother, to the ranch. So we spent about 5 to 7 days there, just getting to know each other. Our relationship, you know, we got closer in this time frame. And at the end of this trip, he asked me very kindly if I would be his girlfriend. It was just a very sweet thing. I want to say we were maybe about 12 years old at the oldest. Were you the same age? Yeah, Okay. Wade is 10 months younger than me. Okay. He was born in September of 82, and I'm February of 82. Okay, and so then you're 9 years old in 1991 When we met. right when you met. Exactly. Okay, and then so it was approximately 3 years later At that the you most, yeah. And it's so long ago now that I'm trying to really like pinpoint these, but at the oldest, I was 12 years old. when you started quote unquote dating. Exactly. And you started dating because Wade had a crush on you. He asks Michael to basically set you up. Yeah, basically. And in that time period, you guys you said almost a week together Right. at the Neverland Ranch. Correct. And that's a long time. I mean, It is, yeah. I mean, especially for 12-year-olds, that's a Well, you know, in the summer, you know, your school is out, so you're able to do things like that. Right. That's why I was able to be there. Otherwise, my mom would have had me right back in school. Okay. But yeah, I was there for about a week. all right. So, and of course,
at the time, you never saw anything weird happening Absolutely between not. Wade and Michael. No. And of course, according to Wade's story, he's still in the midst of being brutally sexually abused at this point. Absolutely. And being told to not like women is my understanding. He was kind of being groomed. Yeah, the women, he said in the documentary that Michael told him not to trust women. Exactly. And yet he's seeking out you. Right. And so at 12 years old, he asks you to be his girlfriend, and you say yes. Right. And so, can you give us a sense at that point of what that meant to be Wade's girlfriend? You know, it's like any other childhood relationship. You guys are mostly friends, like very close friends. We used to spend all the time together. We were always either on the phone if we weren't together, or we were at each other's house. This was a very age-appropriate relationship. We weren't having sex at 12 years old. This was just, holding hands, hugging, and going to the movies. So kind of like puppy love. Exactly. That's how this started. All right. And do you remember approximately how long it took or what age you were when it became sexual? Yeah, so, I feel comfortable sharing this, especially as an adult. But I did not have sex with Wade until I was just about 18 years old. That's the first time we actually had sex. It was something that was important to me to wait until a specific time. My mother passed away when I was 15, turning 16, and she had always recommended that I wait until I was the appropriate age. So that was something that kind of stuck with me, and he supported it. He was okay with that. So you guys dated consistently for about Yeah. 6 years Yeah. before you had sexual intercourse. Exactly. And do you know whether or not you were his first? At least did he say anything to you about that? At the time, I had assumed that this was his first time as well. Just because we were in this exclusive relationship and we were very close. Later, I learned that that wasn't the case, that he had just recently started sleeping around. And it was one of those things, too, that before we had sex, I had questioned him several times. He had begun producing different artists like Mandy Moore, and I think this was around 1999. Mandy Moore, Britney Spears, and some other artists prior to that, doing a lot of choreographing. And I had asked him, his behavior was changing. It didn't sit right with me. Are you sleeping with these women? And he's like, no, what are you talking? I would never do that. These are business relationships. These were always his. And this is before you guys became sexual. Exactly. And you had suspicions. Do you remember what those suspicions were based on? It's. I'm going to call it a woman's intuition. You can feel when something's changing with somebody that you're very close to. His just entire behavior was changing. When he would go to choreograph certain jobs, he would try to be more secretive about them. Didn't want to tell me exactly who was there and when he was coming back. It was just very weird, and it just doesn't sit right with you. You know that something's wrong. Now, you have no doubt that Wade is a heterosexual, correct? Absolutely. 100%. 100%. And you would know if he was not. Yes, 100%. Right, so he's 100% heterosexual in your mind. You never got any sense he was bisexual, did you? No. And you assumed that he was a virgin when you had sex, but you no longer believe that? Where do you stand on? No, that's correct. So, like I said, I had been questioning him about this. Our relationship turned into a sexual relationship, like I said, around the age of 18, just before 18. And the suspicion started to grow even more. I could just tell things are not right with him. We should be growing even further, and right now we're kind of pulling apart, and I didn't understand why. So I started questioning him some more, specifically at this point with Britney, because his behavior was becoming significantly different with her. Britney Spears. Correct, Britney Spears. And again, this is when you're both about 18 years old. Yeah. Or maybe before then. It is when I started questioning, yeah. Okay, so you now believe that he was having an affair with Britney Spears before you guys became sexual, or somewhere in that range? In that time, yeah, in that range. I know that he was pursuing her. And so that's what I in hindsight, when you start to put it all together, he had been pursuing her, but he was positioning himself more so. I honestly believe he was positioning himself to just become part of that project. And as Justin, my understanding is Justin brought Wade on. Justin Timberlake. Exactly.
brought Wade onto the project to do production, not just choreography, but to do production now. And then that's when Brittany and Wade really got closer and began sleeping with each other. And what are you basing that on? It's been rumored quite a bit, but I mean, do you have anything other than women's intuition, or I mean, what are you basing that on? So, you know, there's somebody, we have a mutual contact that's very close to both of us. Not just it's not just somebody that we both Mutual know. contact between you and Brittany, Between Wade and I. Okay. Yeah, and when this came out in the media with him and Brittany, with Wade and Brittany, I questioned Wade again. At this point, I was adamant. This has to be true. Look at this. He said, "Brandy, I swear to you, this is not true." Then I got a call from our mutual friend, somebody that's very close to me and very close to him. And they didn't know that I had already been questioning this. And they told me, "Brandy, I have to tell you, Wade is sleeping with Brittany. He's sleeping with this person's wife. He's sleeping with this underage girl." By the way, when you say this person's wife, it's a famous person. If there's a famous person. Very famous person's Absolutely. wife. Okay. Yeah, absolutely. And I just got the rundown. And I knew this person is extremely credible, and I knew that they weren't lying to me. So I immediately called Wade and I confronted him on all of these things. And he just kind of paused and started crying, asking me, "How do I know this? Who told me this? How could I possibly know these things?" He didn't actually deny it. He never denied it because he knew I knew at this point. When I was able to give all of the names, he knew that I had gotten my facts and I knew for it. Now, was that the end of your romantic relationship? 100%. That was the end of our everything. I couldn't be friends with him at this point. Wade is extremely confident. And he has always been extremely confident. He's got this self-awareness and almost an egocentric sort of way, narcissistic sort of way. There's nothing that if he wants something, he's going to go after it and he's going to get it. Do you believe that he was sexually abused by Michael Jackson? Absolutely not. He was not sexually abused by my uncle. And how sure are you of that? 100%. And why? On what do you base that? You know, I base it, one, on my uncle. I know my uncle very, very well. I know that he would never do the things that Wade is claiming. And two, I know Wade. I know him and I know his behavior. I knew him in the midst of all of this. I do know that Wade is a liar and he's a manipulator, but he was not abused. His behavior has never indicated anything of the sort. And that's also why his mother and his family, nobody ever suspected anything, and they were always fine with allowing him to be around Michael. They were there too. There was nothing inappropriate happening to make anybody feel uncomfortable. Shortly after my uncle died in 2009, within, I want to say, the first week, his mother called me. I had not spoken to them in a few years. Wade's mother? Correct. Okay. Joy called me. And like I said, I had not spoken to them, any of them, for a few years. We left on bad terms. And I just didn't have any contact. When she reached out to me, she was crying. She was very sad that my uncle had passed and wanted to share this with me. She said that it had been too long since we had seen each other. We should have lunch. And, you know, I told her that I didn't think that was appropriate. I didn't feel comfortable having lunch with them any further, but I totally respected her feelings and I understood that she would be sad. Before we got off the phone, she told me that she really wanted me to contact her with Paris, Prince, and Blanket. That she felt that the kids should be with her and that they shouldn't be with my grandmother. And when she said that to me, alarms were going off left and right. I got off the phone with her, but I had to first tell her the kids are where they're supposed to be. They're with their grandmother. She tried convincing me that Michael didn't want the kids anywhere around our grandmother, which is absolutely not true. This is why I have a hard time swallowing the things that they're doing. I've seen their pattern. So what do you think was really going on there? That's really strange. Trying to position themselves to stay in. And so it doesn't end there. You know, I got off the phone with her and a few hours later, Wade called me. He was being very sweet on the phone. And it was weird. His tone was weird. Again, I had not spoken to him for a few years. And he said, "Brandy, this is Wade. How are you?" I said, "I'm good. How are you?" He said, "I'm good. You know, I've missed you a lot. I think that we should have dinner. We really need to sit down, you and I, and don't you miss me? Hasn't it been a long time?" I said, "It has been a long time, but no, I very politely, I wasn't rude. I said, "But no, I don't miss you. Aren't you married?" And that he didn't know that I knew he was married. He paused, was taken back, and was like, "Oh, yeah, I am married. You should meet my wife one day." And so immediately I knew what it was that they were trying to do. They were trying to manipulate me in such a way to just get back over to Paris, Prince, and Blanket.
Shortly later, I found out that they had been calling Taj after they called me, trying to figure out how to get to the funeral. So these are people that they don't stop. When they want something, when they have something on their mind, they will hit every avenue to try to get to it. One of my uncle's biggest things that he used to always say to me was, is Wade treating you well? Is he opening the doors for you? Is he being respectful? That's how a man should treat you. If he's not treating you like that, you need to put him in his place or tell me. I see what his motive is. I see what his goals are. He's just after money. And when people have that sort of mentality, there's nothing you could do. I could call him all day long and say, Wade, why are you lying? You should be ashamed of yourself. But he's not going to pick the phone up. He's not going to talk to me. He's in complete avoidance. We grew up with people trying to figure out how to position themselves in, I'm going to say, in our lives in order to get what they want. And sometimes they don't always come in with a motive, but they leave with a motive. And so this is something that I'm used to. But whatever you want to call it, his testimony, it was very compelling. And I thought it was very compelling. I mean, he gets emotional and he tells a very, very detailed story. What would you say to those who don't know Wade, who say, wow, there's no way that somebody could lie about something like this in that kind of detail with that kind of compelling credibility for that long on camera? What do you say to them about that? That they don't know Wade. They don't know what he's capable of. I also find it interesting that there's no sort of proof in this entire documentary. They have nothing substantial to offer. And that's why they tried to pull some over-the-top scenarios and go as graphic as they could, because they had to sell you on something. And I have to be honest with you. Like I said, people don't know Wade. And there were a lot of times I found him, in my opinion, trying not to laugh. When somebody else would say, hey, look at him, he's trying not to cry. No, Wade's trying not to laugh because he knows what he's saying is so absolutely ridiculous. You saw that. Absolutely. 100%. You knowing him the way you do, you said he's actually trying not to laugh here. 100%. Is there something you remember in particular that he said, or just in general? Specifically, I remember thinking that when he was referencing, as a young boy, two different instances. As a young boy, he was on all fours and he was told to spread his butt cheeks, basically, and my uncle licked his anus. The look on his face from somebody that knows him knows that this was not a serious statement that he was saying, but he was able to sell that because people don't know him. And a lot of people don't know my uncle, so they look at him as some Mickey Mouse character. He's not a real person to a lot of people, and so it was easy to just swallow what Wade was saying. I was around for a lot of these sleepovers. There were a lot of children. It wasn't just boys, but there was a lot of children that would all hang out and we would watch scary movies. And one of the easiest ways to put children to bed is to get everybody in together and put on a movie. If you try to put kids to sleep in one room and put them to sleep in another room, that doesn't always work when they're all amped up. That's one. Two, my uncle was like a child himself. When we would have family days, there would be multiple, there's so many of us, so we'd have multiple tables, and the adults would sit together and the children would sit together. Michael was always trying to sit at the children's table with us, with all of the nieces and nephews. He's just very childlike. He wants to get up and play tag and play hide and go seek. He didn't want to have the business meetings all the time. That's just how he was, and he's always been that way. So for us and for people who've met him and know him, this is very normal. If Michael were alive, he wouldn't be doing this. He would never be saying these things because he knows they're not true. It's because Michael is dead. He doesn't feel that he has to answer to him. He doesn't have to feel sorry and look him in the eye to know that he's making these lies on him. The reason he didn't say these things then is because they weren't true. Wade Robson parle de son second séjour à Los Angeles en mai 1990 en affirmant qu'il dormait dans le lit de Michael Jackson à Westwood. Lit qui, selon le témoignage de Blanca Francia, n'existait donc pas. Il raconte que Michael Jackson aurait introduit une nouveauté lors de ce second séjour en lui montrant de la pornographie. Ce qui contredit ce qu'il disait dans sa déposition de 2016, affirmant que Michael Jackson lui aurait montré de la pornographie lors de son premier séjour et non le second. Durant son témoignage en 2005, lors du procès contre Michael Jackson, Wade Robson avait affirmé qu'il ignorait que Michael Jackson avait des magazines pornographiques hétérosexuels dans sa chambre. Une vidéo où Michael Jackson souhaite son anniversaire à Wade Robson est diffusée. L'anniversaire de Wade Robson est en septembre, mais cette vidéo a visiblement été filmée le 20 février 1990.
Michael Jackson a été photographié ce jour-là avec la même tenue et devant le même mur. La première photo montre Michael Jackson le 20 février 1990 pour un événement, Artist of the Decade, organisé par CBS au Regent Beverly Wilshire Hotel. La deuxième photo est une capture d'écran de la vidéo d'anniversaire pour Wade Robson. Donc la diffusion de cette vidéo d'anniversaire n'a même pas de cohérence chronologique et il est probable que Michael Jackson l'avait enregistrée à l'avance, comme toutes sortes de messages qu'il pouvait être amené à enregistrer. Cette vidéo supposée illustrer la relation grandissante entre Michael Jackson et Wade Robson avait été filmée quelques mois plus tôt. Les Robson racontent leur départ aux États-Unis. On les voit pleurer en évoquant le fait qu'ils ont dû laisser le père de Wade, Chantal et Shane en Australie. Ce moment d'émotion, lié à leur père, resté en Australie, puis décédé par suicide, semble tenir Michael Jackson pour implicitement responsable de la souffrance du père, bien que Michael Jackson n'en soit aucunement responsable. Dans le contexte du film, il est suggéré ainsi que Michael Jackson serait prétendument responsable de tous les malheurs des Robson. Les Robson cherchent à montrer Michael Jackson comme responsable du fait qu'ils ont quitté l'Australie pour les États-Unis, alors que c'était la décision de Joy Robson pour la carrière de Wade avec l'aide de Michael Jackson. Dans une interview diffusée en 2011, Joy Robson elle-même a dit qu'elle voulait venir vivre aux États-Unis pour Hollywood, en précisant que Wade n'avait pas tant travaillé que cela avec Michael Jackson, dans 3 clips, et qu'elle avait dû chercher elle-même des agents. Okay, so you came from Australia. Tell us why you came from Australia. What was your reasoning from coming from Australia, and how did it go? Hollywood. Oh, good. Yeah, I'm good. Thanks for coming out. Yeah. No, we were offered, this amazing opportunity for my son Wade to work over here. He worked with Michael Jackson in the past a couple of times, and Michael offered to sponsor us and move here. And Wade at 8 had sort of gone as far as he could go in Australia. Dance was very limited in Australia in those days. And so how do you turn that down? You don't? I don't think you do. Yeah. I mean, that's Michael Jackson. Yeah. So was it it wasn't a hard decision. It just felt right. So you packed your bags and you came out. As I say, 6 suitcases and a dream. And 2 of my children, my eldest son decided not to come. He was in college. So I left with Chantal, who was 12, and Wade was just about to turn 9. Wow. And I thought it was going to be this wonderful adventure and that we'd be superstars within a year and be traveling Well, back you and have forth. to think that way, or it would be very hard Everybody to does. move Right. Yeah. from And, Australia to... 8 years later, we were still trying to pay rent. Right, well, that's the common misconception about Yeah. Hollywood, and the fact is that some people move out and that happens. Very few, but yes. And you guys, I don't know how much better you can get than working with Michael Jackson. Well, we didn't work with him a lot. Wade did 3 music videos. Well, I mean, that's more than I've done with Michael Jackson. Well, they don't pay a whole lot. It doesn't really pay the rent. And your Right, son, though, right. I mean, because of all this experience and you bringing him out, I mean, he's a very talented, he's now a director, of course, a choreographer. I remember taking class from him when he was 15 years old at Tremaine. Yeah. And I think he hit on my girlfriend at the time. Oh, that and I've got sounds a little about beef right. That with him. sounds like Wade. That sounds about right. A little street beef, but it's okay. Little We're cool now street because we broke up long And time ago. I hate to say it, I kind of feel like Wade might have won that one. Oh, I definitely think he did. From the guy from I go, Houston. you really hugged him. Wade. I said, you really hugged him a long time. She goes, no, I didn't. And I She go, gave him her number right then. Whatever. Yeah, it's cool. I mean, if you're going to lose a girl to somebody, it may as well be Wade. He's That's a cool right. guy. I like Right. him. That's true. But he's married now. He's been married for nearly 6 years. And So you come out to Los Angeles. Yeah, and I realised very early on that if we were going to make it here, that it was going to be up to me. I couldn't really rely. Michael lived in a bubble and had a different reality to ours. Right. And so I was the one who had to find agents, and he started acting, and he didn't dance a lot. He actually decided at the age of 10 that he didn't want to work as a dancer. He didn't like the way they were paid. He didn't like the way they were treated. Wade Robson raconte qu'il a été remplacé par Macaulay Culkin et James Safechuck remplacé par Brett Barnes.
Macaulay Culkin et Brett Barnes sont présentés implicitement comme des victimes, alors qu'ils affirment tous les deux qu'ils ne sont pas victimes. Voici le commentaire de Brett Barnes à propos des accusations de Wade Robson en 2013. « J'aimerais que les gens réalisent que pendant vos derniers moments sur cette terre, tout l'argent du monde ne sera d'aucun réconfort. Ma conscience claire le sera. » Brett Barnes à propos de Leaving Neverland. « Donc, les gens obtiennent leur fait d'un film maintenant ? Je me demande comment ils se sentent à propos du documentaire montrant la grande invasion des aliens de 1996. Je pense que ça s'appelait Independence Day. Non seulement nous devons gérer ces mensonges, mais nous devons aussi gérer les gens perpétuant ces mensonges. Le fait qu'ils échouent à faire la petite quantité de recherche que cela prend pour prouver que ce sont des mensonges, par choix ou non, le rend encore pire. Dans cette interview de 2004, Macaulay Culkin défend Michael Jackson et dit que celui-ci ne lui a rien fait de sexuel. We have to cover it, so let's ask about it. What's the relationship that you had with Michael Jackson? Had or have? I mean, it's kind Had of, both. you know, whatever. Let's go with had to Listen, have. no, he's a good friend of mine, and he still is. I mean, everything that's going on, I mean, it's unfortunate. It's an unfortunate situation for everyone involved, and, you know, How did you first get to meet him? I first met him, he kind of called me randomly, like out of the blue. He was just kind of like, hi, it's Michael. I'm just like, hey. And the thing This is was with... after Home Alone? This is after Home Alone. I actually had met him before I was doing Nutcracker at Lincoln Center. I was playing Fritz, and he came backstage one day, and I actually met him very briefly. And he kind of recognized me because it was after I'd done Uncle Buck, and so he kind of mentioned something. And then he calls me up kind of out of the blue, and it's kind of just this weird random thing. And he was like, why don't you come over to my house? And the thing is, I didn't react to him the way most people did. Most people are like, Michael Jackson. And, you know, I mean, he was a god to people. And to me, he was, you know, I knew he was a pop singer, but beyond that, you know, I wasn't one of the fans. I think that's one of the reasons why we connected, was the fact that, you know, believe me, I call him a jerk all the time. I call him a fathead and this and that, you know, and your brother knew him too? Yeah, no, we all did. I mean, he was, you know, a family friend. What happened at the house? That's what all these things that people you know, are that's concerned what's about. so weird, you know. What did happen? Nothing happened, you know. I mean, nothing really. I mean, we played video games, you know. We you know, played it at his Sleep in the bed? amusement park. Well, the thing is with that whole thing is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is 2 stories. And it has like 3 bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. And the thing is with Michael is that he's not very good at explaining himself, and he never really has been, because he's not a very social person. I mean, you're talking about someone who's been sheltered and sheltering himself also for the last like 30 years, or you know, and so he's not very good at communicating to people and not very good at conveying what he's actually trying to say to you. And so when he says something like that, you know, people, you know, he doesn't quite understand why people react the way that they do. Why do you think he likes young people so It's because the same reason why he liked me was the fact that I didn't care who he was. That was the thing. I talked to him like he was a normal human being. And that's what, and kids do that to him because he's not, I mean, he's Michael Jackson, the pop singer, but he's not the god of, you know, the king of pop or anything like that. He's just, you know, a guy who's actually very kid-like himself and wants to go out there and wants to play video games with you. Did your and things parents like encourage it? They weren't against it. You know, it wasn't like they encouraged it or like pushing me upon it. It was just kind of like I wanted to hang out with him, and they were fine with it. So what do you make of what he's going through now? Like you know, like I said, it's unfortunate, and you know, it's a circus right now. You think it's a bad rap? You know, I think so, yeah. I mean, it's, you know, I mean, listen, like, look what happened the first time this happened to him. You know, if someone had done something like that to my kid, I wouldn't just settle for some money. You know, I'd make sure the guy was in jail, you know, and it just really goes to show, I mean, as soon as, you know, they got the money and they ran, I mean, that's really what happened the first time. And so, you know, I don't know, it's a little crazy, and I kind of have taken a step back from the whole thing, because it is a bit of a circus, and you know, if the same thing was happening to me, I wouldn't want to drag him into it, and vice versa. So I try my best to keep a distance from it, but like I said, it's still a friend of mine. If they asked you to be a character witness, would you appear? I guess so, but I'd probably not. I mean, like I said, it's crazy, and I don't really want to be a part of it, you know? But you like him. I like him, and he's a friend of mine. I'm not saying I wouldn't do something like that. It just hasn't been brought up to me, and I don't think he'd want me to either, just because, like I said, you know, if the same thing was happening to me, I wouldn't want him to be a part of it. What reaction has happened to you from all of this? What do you mean? I mean, people, do people inquire of you a lot about it? Sometimes, yeah. I mean, you know, people always have like their opinions, and they always, you know, it's funny. I mean, people always talk to me about him because, you know, I'm one of these people who will tell you anything about my life, really, to get me going, you know. And so, yeah, I mean, I freely and openly talk about him and stuff like that. But overall, you know, he's just a good friend of mine. But you wish him well. Yes, of course I do. What got you? Dans une interview en février 2020 pour le magazine Esquire, Macaulay Culkin a déclaré encore une fois que Michael Jackson ne lui avait rien fait de sexuel.
Une photo est montrée, photo supposée de Michael Jackson, mais cela semble être un sosie. Est-ce vraiment Michael Jackson sur cette photo? Des téléspectateurs ont émis des doutes concernant l'identité de cette personne. Par ailleurs, une autre photo de cette personne, supposée être Michael Jackson, est montrée avec le visage caché et une image de Hitler sur un écran de télévision. Une manière peu subtile d'associer Michael Jackson à un génocidaire. Wade Robson dit que Michael Jackson maintenait des relations séparées avec des jeunes garçons. Sauf qu'il y a une photo de Michael Jackson, Brett Barnes, Wade Robson et Jimmy Safechuck ensemble sur le tournage du clip de James. Tous les 12 mois, il y avait un nouveau garçon dans sa vie, dit Joy Robson, à propos de Michael Jackson. Puis, on voit une vidéo de Michael Jackson avec Gavin Arvizo, qui date de 2000, alors qu'elle parlait précédemment de la période de 1992-1993. Donc, aucun rapport entre la période évoquée et les images diffusées. Par ailleurs, Michael Jackson ne connaissait pas tant que ça Gavin Arvizo, et il avait tendance à le fuir, comme celui-ci l'a admis lui-même en témoignant lors du procès de 2005. La vidéo de 2000 a été tournée alors que Gavin Arvizo était encore malade du cancer et invité à Neverland, et ses accusations ultérieures ne concernent pas cette période. Fin de la première partie du film. Wade Robson parle de mass sleepover à Neverland à propos de Jordan Chandler, pour suggérer que Jordan Chandler était agressé. Dans son témoignage de 2005 au procès de Michael Jackson, Wade Robson a affirmé avoir rencontré Jordan Chandler une fois en présence de Macaulay Culkin et son frère Kieran Culkin. Jordan Chandler est présenté comme super proche de Michael Jackson par Wade Robson. En réalité, les Chandler étaient une famille parmi d'autres dans l'entourage de Michael Jackson, d'après le témoignage de Frank Cassio dans son livre My Friend Michael. Je suis monté et j'ai serré la main de Jordi. Il avait l'air d'un gentil garçon. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais un autre enfant avec Michael. Comme la mienne, la famille de Jordi était l'une des nombreuses familles avec lesquelles Michael s'est lié d'amitié, bien que les Cassio aient été les seuls qu'il a appelés sa seconde famille. En voyant l'expression sur le visage de ma mère, j'ai compris que mon ami était accusé d'avoir fait quelque chose de mal à Jordi. J'étais plus que choquée. L'idée n'avait même pas de sens pour moi. J'avais passé beaucoup de temps avec Jordi et Michael, et quand j'étais à Neverland, Jordi n'est même jamais resté dans la chambre de Michael avec nous. Pas une fois. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit d'inapproprié se produire, et je ne croyais pas que quelque chose s'était passé, pas une seule seconde. Wade Robson dit qu'il a vu Michael Jackson emmener Jordan Chandler dans la salle de bain. Sous-entendu, Jordan Chandler était agressé dans la salle de bain. Les accusations de Jordan Chandler de 1993 ne correspondent pas à ce que dit Wade Robson. Jordan Chandler n'a jamais affirmé avoir été emmené dans la salle de bain en présence de Wade Robson. On voit la diffusion d'un extrait vidéo d'archives de Gloria Allred en 1993. Gloria Allred est présentée comme avocate de Jordan Chandler. Elle ne l'a été que très brièvement. Les Chandler ont changé d'avocat quand elle a parlé de la possibilité que Jordan Chandler témoigne en procès criminel et l'ont remplacé par l'avocat civil Larry Feldman. On voit la diffusion du Neverland Statement de Michael Jackson en 1993, dans lequel il expliquait qu'il avait été photographié nu suite aux accusations de Jordan Chandler. Étrangement, aucune explication n'est donnée dans Living Neverland sur le contexte de ces photos, et il n'y a aucune allusion au fait que ces photos n'ont pas permis de confirmer la description donnée par Jordan Chandler. Jimmy Safechuck affirme que Michael Jackson a repris contact avec lui pour qu'il témoigne en sa faveur après l'affaire Chandler. La photo qui est montrée de Michael Jackson avec les Safechuck a été prise avant l'affaire Chandler, sur le tournage de Is It Scary, première version du film Ghost. Wade Robson affirme que Michael Jackson lui téléphonait afin que Wade témoigne en sa faveur dans le contexte de l'affaire Chandler. Un enregistrement d'un message vocal de Michael Jackson est diffusé, message vocal où Michael Jackson imite un accent australien en riant et suggère à Wade de le voir. Mais ce message vocal a-t-il vraiment été laissé par Michael Jackson en 1993 ? Au moment où les accusations Chandler ont été rendues publiques, Michael Jackson était en tournée, puis il a dû être soigné en raison de ses problèmes de dépendance aux médicaments analgésiques. Par ailleurs, dans le message vocal, Michael Jackson semble imiter un personnage du film « Maman, j'ai raté l'avion » en criant « Kevin ». Ce film est sorti en 1990.
Un extrait vidéo d'archives est diffusé, faisant allusion à un article de Vanity Fair de Maureen Orff, selon lequel Michael Jackson aurait dormi 3 mois dans le lit de Jordan Chandler. Cette affirmation ne repose en fait sur aucun fait avéré et ne concorde pas avec la chronologie qui a pu être établie des rencontres de Michael Jackson avec les Chandler. Joy Robson dit que Michael Jackson avait dit que c'était le père de Jordan Chandler qui voulait de l'argent. Sous-entendu, elle avait été naïve d'y croire. Aucune mention n'est faite des appels téléphoniques enregistrés entre Evan Chandler et David Schwartz, ni des demandes monétaires des Chandler. Blanca Francia est présentée comme une source fiable, sans que ces incohérences soient mentionnées, ni le fait qu'elle avait été payée $20 000 par hard copy pour accuser Michael Jackson. Wade Robson affirme avoir menti quand il a défendu Michael Jackson. Il n'y a aucune preuve qu'il a menti quand il le défendait, mais il y a des preuves qu'il ment maintenant en l'accusant. Stephanie Sefcock parle du prêt accordé par Michael Jackson pour leur maison, comme si c'était en lien avec leur déposition en sa faveur en 1993. Voici ce qu'elle a déclaré dans Living Neverland à propos du prêt. Nous voulions acheter une autre maison et Michael nous a accordé un prêt à un taux très bas. Mon mari avait déjà eu une déposition. Nous étions dans le camp de Michael. Mon fils aussi pour Michael. Et après cela, tout a été dit et fait quand Michael a annulé la dette. Michael a dit « Non, je ne veux plus que tu me payes. C'est un cadeau. » Donc, il nous a acheté une maison. C'est juste une coïncidence. Il ne nous achetait pas. Mais le timing est là. Ça sonne juste mal. Ouais. D'après les documents de prêt récupérés depuis, le prêt a été accordé au Sefcock par Michael Jackson le 11 mai 1992 et c'était au montant de $305 000. C'est un véritable prêt que les Sefcock auraient dû rendre. Le John Branca, nommé comme fiduciaire du NL Trust, nommé dans le document, était un avocat représentant Michael Jackson et est actuellement l'un des exécuteurs testamentaires de sa succession. Dans Living Neverland, Stephanie Sefcock reconnaît que le prêt n'était pas de l'argent pour les acheter, c'est juste une coïncidence, ils ne nous achetaient pas, mais elle essaye toujours de le rendre un peu sinistre. Mais le timing est juste là, ça sonne juste mal. Le timing pour Michael Jackson annulant le prêt, bien sûr. La subtile suggestion semble être que Michael Jackson a annulé le prêt immédiatement après qu'ils ont témoigné pour lui, comme une sorte de récompense pour cela. Cela n'a pas beaucoup de sens, car s'il avait essayé de les soudoyer, il leur aurait dit à l'avance, avant leur témoignage, qu'il annulerait le prêt s'ils témoignaient en sa faveur, et rien de tel ne s'est passé, même d'après la propre histoire des Sefcock. De plus, si vous lisez les documents de prêt ci-dessus, vous constaterez que la tentative de Stephanie Sefcock de faire que le timing paraisse mauvais est trompeuse. Michael Jackson ne leur a pas annulé le prêt immédiatement après leur témoignage en 1993-94, mais plus de 3 ans plus tard, en juin 1997. Donc, ni la date à laquelle Michael Jackson leur a accordé le prêt, 1992, ni celle de l'annulation du prêt, 1997, n'avaient une quelconque corrélation avec les accusations de 1993 et les témoignages des Sefcock d'alors. D'après Jimmy Sefcock, Michael Jackson lui aurait dit qu'il n'avait pas besoin de faire des études. Bill Whitefield, qui a travaillé comme garde du corps pour Michael Jackson en 2007-2008, témoigne du fait que l'image donnée de Michael Jackson est mensongère. L'un des nombreux mensonges que ces mecs de Living Neverland disent est que Monsieur Jackson les a encouragés à abandonner leurs études. 100% faux. Monsieur Jackson était catégorique sur les études, il s'est assuré que ses enfants soient éduqués et il recommandait souvent que la sécurité prenne le temps de lire plus. Le mariage de Michael Jackson avec Lisa Marie Presley est présenté par Jimmy Sefcock comme n'ayant aucune importance aux yeux de Michael Jackson, ce qui est contredit par le témoignage de Lisa Marie Presley elle-même. I honestly can tell you that it was every sense a normal marriage and everything was spoken and you know, in the middle of the night, if he needed to wake up and tell me and bounce something off me and wake me up and want to, you know, talk, or if there was trouble, or, I mean, was he having trouble sleeping then? Yes, he was like a little gnome. I used to tell him he was like a gnome running around the room because it was hard for me to sleep. A lot of times I couldn't sleep either if he wasn't sleeping, so he would be, I just hear him piddling, and, you know, it was a bit endearing, but then, and I didn't mind it, but he did have a hard time sleeping, yes. And I loved taking care of him. It was the highest point of my life, one of the very highest points of my life, was when things were going really well, and he and I were united together,
and he and I had an understanding about some of the people and the things that could go on around him. And he was with me on those things, and we were a unit, and I could take care of him. And in spite of what some people speculated while I was with him, that I wanted a career or that I was trying to do something, was absolute BS. I've never been comfortable being front and center, honestly. Don't like attention on me. Loved being next to him and taking care of him. I was on such a high doing that I don't, you know, that it was a very profound time in my life. So it wasn't anything, it was real as far as that goes. Because of? For him. Because he was an incredibly dynamic person. If you were in his vicinity and he wanted to give, and he showed you who he was, if he was willing to do that in any way. Man, I have never felt so high in my life. I have never felt so high in my life as that, and I am not lying when I say that. He had something so intoxicating about him, and when he was on, and when he was ready to share with you or give it to you, and be himself and allow you to come in, I don't know if I've ever been that intoxicated by anything. Yes. Did you feel loved by Michael in the beginning? Very much so. I don't think I realized it at the time how much, because I know that was very unusual for him. I know he'd had a few dates in his life, but there was nothing profound for him in that area. And he fell in love with me, and I fell in love with him, and it was very real. D'autres personnes proches de Michael Jackson, son neveu Taj Jackson, sa maquilleuse Karen Fay et Brenda Harvey Ritchie témoignent sur sa relation avec Lisa Marie Presley. Mon oncle aimait Lisa Marie Presley. Il m'a dit ceci, et à mes frères, de nombreuses fois au cours des ans. C'était sincère. Il sentait qu'elle était son égale, ne voulait pas ses dollars et pouvait vraiment comprendre sa vie. C'est un article honteux et votre source est une menteuse avérée. N'importe qui d'autre voit un schéma. C'est vrai, Taj. Il m'a dit combien il aimait Lisa aussi. Michael aimait Lisa, qui se soucie de ce que d'autres gens croient. Cet article est une insulte totale pour l'amour que Michael et Lisa ont partagé. Ce n'était absolument pas à propos d'argent. Michael et Lisa Marie m'ont parlé tous les deux de leur amour l'un pour l'autre et de leur désir de fonder une famille. Arrêtez avec les mensonges. La relation de Michael et Lisa était très réelle. Des images sont diffusées de Michael Jackson lors d'une répétition. Wade Robson affirme avoir été voir Michael Jackson lors d'une répétition, comme s'il avait filmé ces images lui-même avec sa caméra. Lavelle Smith Jr., danseur de Michael Jackson, apparaît dans cette vidéo. Il affirme qu'il n'a jamais donné l'autorisation à Wade Robson pour filmer ces images, ni pour les diffuser en diffamant Michael Jackson. Je n'ai jamais donné la permission à des menteurs pour filmer mes répétitions ou utiliser mon image et ma chorégraphie pour diffamer mon ami Michael Jackson. J'aimerais tellement regarder leur visage et voir combien de temps ils pourraient tenir ces mensonges en me regardant dans les yeux. Wade Robson affirme que Michael Jackson lui aurait donné une nouvelle caméra. D'après sa mère, il avait en fait reçu cette caméra en 1990 et non en 1994, comme Wade Robson le prétend dans le film. Voici un extrait de mail où Joy Robson mentionne cette caméra. Voici un extrait d'article où Wade Robson mentionne cette caméra qu'il a reçue quand j'avais 7 ans. Wade Robson prétend que Michael Jackson aurait eu une obsession pour Britney Spears, sans mentionner qu'il a eu une relation avec Britney Spears en trompant Brandy Jackson. En réalité, Michael Jackson n'avait aucune obsession pour Britney Spears, d'après Karen Fay, la maquilleuse régulière de Michael Jackson pendant 27 ans, qui affirme qu'il lui avait dit l'inverse. Un extrait vidéo de l'avocat Marc Geragos est diffusé hors contexte. Marc Geragos a menacé de porter plainte contre Dan Reed. Quand le film parle du procès de Michael Jackson en 2005, un extrait vidéo est diffusé où l'avocat de Michael Jackson de l'époque, Marc Geragos, est entendu dire « Nous vous tomberons dessus comme une tonne de briques, nous vous tomberons dessus comme un marteau. Si vous faites quelque chose pour salir la réputation de cet homme, nous allons déclencher un torrent légal comme vous n'en avez jamais vu. » C'est placé dans un contexte pour donner l'impression que Marc Geragos menaçait les accusateurs. La réalité est que cela a été destiné à 2 hommes qui avaient enregistré les conversations de Michael Jackson avec ses avocats dans un avion et ont ensuite tenté de vendre l'enregistrement aux médias. Voici le vrai contexte. We are going to, and I've been given full authority, we will land on you like a ton of bricks. We will land on you like a hammer. If you do anything to besmirch this man's reputation, anything
to intrude on his privacy in any way that's actionable, we will unleash a legal torrent like you've never seen. Le vrai paragraphe est le suivant. Nous vous tomberons dessus comme une tonne de briques, nous vous tomberons dessus comme un marteau, si vous faites quelque chose pour salir la réputation de cet homme, quelque chose pour empiéter sur sa vie privée, par tout moyen étant opposable, nous allons déclencher un torrent légal comme vous n'en avez jamais vu. Comme vous pouvez le voir, le réalisateur de Leaving Neverland, Dan Reed, a fallacieusement édité des mots qui feraient référence à la question et au contexte d'origine. Mark Geragos a menacé de porter plainte contre Dan Reed. Joy Robson affirme que Wade Robson et Macaulay Culkin étaient les seuls à pouvoir sauver Michael Jackson pendant le procès de 2005. En réalité, d'après Scott Ross, enquêteur pour la défense avait plein d'autres témoins potentiels. Et aucune mention n'est faite des problèmes de crédibilité des Arvizo. Sur les circonstances des accusations des Arvizo et leurs problèmes de crédibilité exposés pendant le procès de 2005, je vous renvoie à mes vidéos sur le procès. Jimmy Sefcock raconte que Michael Jackson voulait qu'il témoigne en sa faveur pendant le procès de 2005. Scott Ross, enquêteur pour la défense, dément. Personne n'a demandé à Jimmy Sefcock de témoigner. Voici le témoignage de Scott Ross. In Leaving Neverland, James Safechuck tells a story where Michael had asked him to testify. He says he refused, which led Michael to get angry and they never spoke again. Do you recall that situation? Do you recall James being asked to testify? Jimmy Safechuck was never an issue during the trial. We did no work on him. We did no preparation on him. He was not an issue. He was never, ever going to testify. The court was never, ever going to allow him to testify. The court, Judge Melville, took him out of the mix long before the trial started. Bottom line is Jimmy Safechuck was never, ever going to talk to anybody. So whatever all of this nonsense is about, it's about personal greed. Wade et Chantal Robson affirment avoir participé à un dîner à Neverland, soi-disant avant le témoignage de Wade. D'après Wade Robson, c'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de témoigner en faveur de Michael Jackson. Sauf que d'après Taj Jackson et Brett Barnes, ce dîner a eu lieu en fait après le témoignage de Wade. Comment vous savez? Vous n'étiez pas là. Ça a été l'un des principaux axes que la presse a utilisé contre moi quand je parle pour mon oncle. Quelqu'un m'a envoyé cette partie du doc et je peux vous dire à 100%, sans aucun doute, toute la famille de Wade a menti à fond devant la caméra dans cette vidéo. Si je n'avais pas été physiquement là moi-même pour être témoin de ce dîner, je ne l'aurais probablement même pas questionné. Cette histoire est supposée donner à Wade la motivation pour mentir sous serment pour protéger Michael Jackson. Le problème est que ce dîner a eu lieu après que Wade a témoigné. Oups, la chronologie compte et aussi la vérité. Bien que ce soit soigneusement scripté et édité, Chantal dit « Tout le monde était là ». Elle veut dire moi, Brett Barnes et sa famille. Mais nos noms ont été sagement omis parce qu'ils ne correspondent pas à cette narration. Après avoir regardé cet extrait, vous pouvez maintenant voir que c'est un mensonge. Et le fait qu'ils peuvent mentir devant la caméra et déformer cet événement et la chronologie si librement et d'une manière convaincante me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Comme Dan Reed le dit, il a une histoire à raconter, mais la vérité a sa propre histoire. Ma mère, ma sœur et moi étions définitivement là pour le dîner cette nuit. Il est fait mention du témoignage de Blanca Francia, qui prétendait avoir vu Wade sous la douche avec Michael Jackson, avec des images du procès montrant en fait Adrienne McManus, une autre femme de ménage ayant aussi travaillé à Neverland. Mais sans mentionner le fait qu'elle a admis en réalité n'avoir rien vu lors du contre-interrogatoire de Tom Mesereau en 2005. Un extrait d'image d'archives est diffusé sur les témoins de l'accusation qui affirmaient avoir vu Michael Jackson faire des choses inappropriées avec des enfants sans préciser leurs problèmes de crédibilité. Pour plus d'informations, allez voir mes vidéos sur le procès et sur leurs témoignages, ainsi que la vidéo sur Wade Robson. Un court extrait d'image d'archives est diffusé sur les membres du jury qui a acquitté Michael Jackson. L'extrait semble suggérer que les jurés auraient acquitté Michael Jackson pour la seule raison que Janet Arvizo n'était pas crédible. Aucune allusion n'est faite au problème de crédibilité de l'ensemble de la famille Arvizo. Un extrait vidéo est diffusé avec Raymond Hultman, l'un des membres du jury, qui affirme penser que Michael Jackson aurait pu agresser des enfants. Il n'est pas précisé que Raymond Hultman s'était vu proposer une offre après le procès pour publier un livre afin de présenter Michael Jackson comme coupable. 2 membres du jury avaient reçu cette proposition, Raymond Hultman et Eleanor Cook.
Wade Robson prétend avoir de l'empathie pour Gavin Arvizo et Jordan Chandler, qu'il aurait aimé aider Gavin, mais il n'a en fait jamais cherché à le contacter. Dans sa déposition de 2016, on lui a demandé s'il avait déjà tenté de contacter Gavin Arvizo, le garçon au centre du procès de 2005. La réponse de Wade, non, pas que je me souvienne, non. Il a contacté l'accusateur de Michael Jackson de 1993, Jordan Chandler, mais pas de la manière dont on l'attendrait d'une autre victime compatissante. Son contact a été d'essayer de déposer Jordan en soutien de sa plainte, malgré le fait que Jordan y était visiblement opposé. Jordan, comme il le fait toujours chaque fois qu'il est temps de formuler ses accusations devant un tribunal, s'est à nouveau enfui et a refusé de recevoir l'assignation à comparaître. Comme l'équipe juridique de Wade ne pouvait pas le trouver, ils ont essayé de déposer sa sœur et sa fiancée, qui ont déposé des motions indiquant clairement qu'elles ne voulaient pas être traînées dans l'affaire de Wade. Au lieu de respecter le souhait évident des Chandler de rester en dehors de l'affaire, l'équipe juridique de Wade les a agressivement poursuivis, en déposant des contre-motions et en essayant de les forcer à témoigner. Ils se sont même vantés dans un article de tabloïd qu'ils essayaient de traquer Jordan partout où il se cachait d'eux. Wade Robson affirme avoir passé une dernière soirée avec Michael Jackson, qui buvait du vin devant lui et se serait alcoolisé devant lui. Dans le livre The Official Michael Jackson Opus, il avait en fait décrit un barbecue très normal. Wade Robson affirme avoir passé cette dernière soirée avec Michael Jackson, qui buvait du vin devant lui. Bill Whitefield, garde du corps de Michael Jackson en 2007-2008, affirme que cette soirée n'a jamais eu lieu. Bill Whitefield affirme aussi que Wade Robson n'aurait pas pu téléphoner si facilement à Michael Jackson, car il était lui-même responsable des téléphones utilisés par Michael Jackson. Voici le témoignage de Bill Whitefield. I watched the Leaving Neverland documentary. I normally don't watch Michael Jackson stuff. I really don't. But when I was hearing that there were claims being made of some barbecue in 2008, I said, when I had to, hold on, I need to watch this shit. I'm like, when the hell did this happen? So for anything like that, especially on my watch or my detail, I would have been the one to arrange the situation. Okay, that's one. Two, this dude, Wade Robson, whatever, he made it sound like he had the ability to contact Mr. Jackson at any time. Absolutely not. Absolutely not. No one was able to reach Mr. Jackson. And I say that is because it was a period that he wanted to be unreachable. And in fact, his cell phone was in my name. The cell phone that he had was, I had taken a phone out on my account, and he had that phone. So any calls, he didn't give his number to anybody. Any numbers that anybody that called him that had that number was certainly particularly his mom. So when I heard Mr. Wade Robson, whatever, say he just called him and arranged to have a cookout, I said that was it. That was kind of, I almost turned the TV off, because that's what I knew. Okay, everything's coming out of his mouth right now. He went and brought some hot dogs. And you know what? And Mr. Jackson asked him to bring him some wine. I'm going to tell you something. When I heard that part, I said, he read my book. That's what I said. This man read my book. There was something that his mother said was it his mother? One of them moms had said something, and I said, they read my book. I knew that all that shit was fabricated. Well, a lot of it. Again, I can really only speak on what took place under my watch, but I also feel like I'm in the position to speak on Mr. Jackson's character. And a lot of words that they were using or things that they were saying that Mr. Jackson said back in the day, I said, no, that's not how Mr. Jackson talks. They're referencing someone that... So just to be clear and definitive, there was no barbecue in 2008. You're right. There was no barbecue. No, sir. And if there was a barbecue, you would have been involved with arranging. I would have known the detail. I would have known setting it up. So there wasn't a day at all in your time with Michael where Michael went rogue and went out without you and did something that you didn't know about. One time he did go, he took a drive with the nanny. Grace. Yeah. Yeah.
Gray's been around longer than all of us, so we didn't question that. Well, just to be clear, when was that, and do you know where they went? No. And which city was that in? Las Vegas. Okay. So there's no chance that that could have been the barbecue? That didn't happen. Okay. You know, and I, again, you know, I it's hard to get people to see from my point of view or try to see the questions that I would ask. It's like if you watch the documentary, if this boy supposedly spent 7 years or knowing Mr. Jackson for 7 years and he was doing something to him for 7 years, they hung around, it was buddy, families and everybody, where in the hell are the pictures? I keep asking these questions because every picture they showing up from concerts. Where's the free time? All this time y'all spent together. Where are the pictures from y'all just chilling out, hanging, having a good time? Here it is. You go to a cookout. You ain't seen Mr. Jackson in years. You going to Michael Jackson. Everywhere we go, there's cameras flashing all the fucking time. You trying to tell me you took your wife and kids to see Mr. Jackson, Michael Jackson, you had a cookout and not one goddamn picture? Come on, man. Who you think you're talking to? Not one. Not one. 7 years. Not one picture. Stéphanie Sevchuk dit s'être levée et avoir dansé en apprenant la mort de Michael Jackson. Elle se serait donc levée en plein après-midi. La mort de Michael Jackson a été annoncée dans l'après-midi. Mais quand a-t-elle vraiment su que son fils était prétendument une victime? Dans Leaving Neverland, nous entendons la mère de James Sevchuk, Stéphanie, déclarer qu'elle a dansé de joie quand Michael Jackson est mort en 2009 parce qu'il ne pourrait plus faire de mal à des enfants. Mais pourquoi Stéphanie Sevchuk a-t-elle réagi de cette façon en 2009 si son fils n'est arrivé avec ces accusations qu'en 2013? Le réalisateur, Dan Reed, dit que la réponse est simple, elle est dans son film. Il y a cette chose autour de « Oh, eh bien, comment se fait-il que Stéphanie savait à propos de l'agression? Pourquoi dansait-elle quand Michael Jackson est mort alors que James lui a parlé de l'agression en 2013 ?» Eh bien, ce n'est pas le cas. James a parlé de son agression à sa mère en 2005, et c'est clair dans le film. Il lui a dit « Michael m'a agressé en 2005 ». Si vous avez regardé le film avec les yeux et les oreilles ouverts, c'est incroyablement évident et clair. C'est ça qui est bizarre. Ils ne semblent même pas regarder le film. Beaucoup de ce qu'ils disent est basé sur la lettre que l'avocat du Jackson Estate a écrite avant de regarder le film. Donc ce n'est pas un dialogue entre les défenseurs de Jackson et mon documentaire, c'est un dialogue interne au sein de la communauté des défenseurs de Jackson, se persuadant les uns les autres que « nous vous avons eu ». Alors qu'en fait, rien de tout cela ne se rapporte à mon documentaire. C'est comme des gens criant à l'intérieur d'une sorte de temple, d'un culte, et aucun d'entre eux ne regarde jamais dehors. Le problème n'est pas que nous n'avons pas regardé le film, nous l'avons regardé. Le problème est que Dan Reed ne semble pas avoir lu les documents judiciaires de ses témoins. Parce que quand vous lisez les documents judiciaires, une chronologie beaucoup plus confuse émerge. Mais voyons d'abord le film lui-même. En réalité, dans le film, il n'est pas affirmé que James a dit à sa mère en 2005 qu'il a été agressé, contrairement à ce que dit Dan Reed auparavant. C'est peut-être lui qui n'a pas regardé son propre film. Il est affirmé que James a dit à sa mère que Michael Jackson n'était pas un homme bien, selon James, était un homme mauvais, selon Stéphanie. C'est aussi ce que James affirme dans sa déclaration. Par ailleurs, ici James affirme que la conversation était seulement lui parlant à sa mère, alors que dans le film, Stéphanie affirme qu'elle lui a demandé s'il voulait de l'aide. Donc, selon cette narration, James Sevchuk a dit à sa mère en 2005 que Michael Jackson était un homme mauvais et que quelque chose de mal s'est produit, mais pas clairement qu'il a été agressé. Apparemment, il n'y a eu aucune conversation ultérieure entre James et Stéphanie Sevchuk à ce sujet pendant les mois et années suivantes pour clarifier ce que cela signifiait vraiment ou si James Sevchuk avait des accusations d'abus sexuels. Apparemment, l'affirmation est que Stéphanie Sevchuk savait juste à partir de ses vagues remarques ce que cela signifiait et sur la base de cela, elle a dansé quand Michael Jackson est mort. Cela semble une réaction un peu exagérée, sans aucune connaissance définitive d'agression, en particulier de la part de la femme qui, d'autre part, a ri dans le film quand elle a décrit des situations dans une chambre d'hôtel où son fils aurait pu avoir été agressé.
Cependant, dans l'un des actes de procédure judiciaire de James Safechuck, il est affirmé que James a effectivement dit à sa mère en 2005 qu'il a été agressé et, comme vous l'avez vu, c'est ce que Dan Reed affirme également dans l'interview qui précède. Mais que l'affirmation soit que James Safechuck a dit à sa mère en 2005 directement qu'il avait été agressé ou qu'il a seulement fait allusion à cela, cela contredit de toute façon une autre narration de James Safechuck. Dans l'émission spéciale d'Oprah Winfrey, After Neverland, on a posé la question à James Safechuck sur le moment où il a réalisé pour la première fois qu'il aurait été agressé. Donc, quand avez-vous réalisé que c'était de l'agression? Vous utilisez tous les deux le mot librement maintenant, en tant qu'homme adulte. Mais quand avez-vous commencé à le considérer comme un abus? Ce n'est que lorsque Wade est arrivé, en 2013. Je souffrais vraiment. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Je dormais pendant 2 heures et je me réveillais et mon corps bourdonnait et je vais être debout toute la nuit et je me détestais et je ne sais pas pourquoi. C'est comme « pourquoi je me déteste ?» Ce sentiment intense de haine. Vous ne le comprenez pas. Et puis, quand je vois Wade arriver, vous vous dites « D'accord, il y a peut-être une raison à cela. » Et s'il y a une raison à cela, maintenant, je peux comprendre quoi faire à ce sujet. Mais vous ne pensez pas que ce soit de l'abus. Il y a plus. Dans les documents de la Cour des successions de James Safechuck, il est également affirmé que James Safechuck ne s'est rendu compte qu'il avait été agressé qu'après avoir vu Wade Robson à la télévision et être entré en thérapie en 2013. Ce paragraphe montre également pourquoi James Safechuck devait légalement faire valoir qu'il ne s'est rendu compte qu'il aurait été agressé que peu de temps avant le dépôt de sa plainte. Pour tenter de contourner les délais de prescription, il devait démontrer que sa réalisation d'abus était encore récente et qu'il n'aurait donc pas pu faire la demande plus tôt qu'il ne l'a fait. Dans cette pétition, James Safechuck a tenté de présenter un argument d'estoppel équitable. L'estoppel équitable est une doctrine juridique qui empêche que quelqu'un puisse profiter de ses actes répréhensibles en justice. Si un demandeur peut établir les 4 éléments de l'estoppel équitable, il va contourner les délais de prescription. Comme vous pouvez le voir, pour correspondre au 3e élément de l'estoppel équitable, James Safechuck devait établir une prise de conscience récente d'abus sexuels et affirmer qu'il n'était pas au courant de la nature illicite, non consensuelle de ses actes et du préjudice qu'ils lui ont causé jusqu'à ce qu'il fasse une thérapie à l'âge adulte. Quand vous vous renseignez sur le contexte juridique de ces accusations par ces 2 hommes, vous constatez que beaucoup de leurs accusations sont très bien calculées pour servir certains objectifs légaux. Mais cela entraîne souvent des contradictions, comme dans ce cas. D'une part, James Safechuck savait en 2005 qu'il avait été abusé sexuellement, mais ensuite, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait été abusé sexuellement jusqu'en 2013. Dans une autre interview, Dan Reed a tenté d'expliquer le décalage entre James Safechuck disant soi-disant, suggérant à sa mère en 2005 qu'il avait été abusé, et James Safechuck ne se rendant pas compte qu'il avait été abusé jusqu'en 2013, en disant qu'il a réalisé en 2005 qu'il avait été abusé. Il n'a seulement pas réalisé que ses symptômes étaient liés à l'abus présumé. Une autre chose, sur James ne réalisant pas l'abus avant 2013 est que ce que James ne réalisait pas jusqu'en 2013, c'est que ses symptômes psychiatriques étaient liés à l'abus. Il savait que ce que Michael lui a fait était de l'abus d'enfant. C'est pourquoi il a dit à sa mère que Michael était un homme mauvais. Les fans essayent de trouver des incohérences qui ne sont pas vraiment là. Comme vous l'avez vu ci-dessus, alors que dans les documents judiciaires, James Safechuck affirme qu'il ne réalisait pas que ses symptômes étaient liés à l'abus présumé. Il affirme également qu'il ne réalisait pas qu'il avait été victime d'abus sexuels jusqu'à une thérapie récente. Par exemple, c'est seulement une fois que Safechuck a pu se rendre compte, avec l'aide d'un thérapeute, que ses symptômes et sa dépression sont dus à des abus sexuels pendant l'enfance et la relation les entourant, qu'il a finalement pu commencer à reconnaître qu'il était une victime d'abus sexuels pendant l'enfance. La reconnaissance encore récente qu'il a été victime d'abus sexuels de Jackson explique également pourquoi Safechuck était psychologiquement incapable de présenter sa réclamation jusqu'à ce qu'il le fasse. En outre, il affirme qu'il n'était pas au courant du caractère illicite et non consensuel de ses actes supposés jusqu'à une thérapie récente.
Dans sa déclaration, il affirme également qu'il ne savait pas que ce qui lui serait arrivé était de l'abus sexuel et était mal à l'âge adulte. Bien qu'ici, il ne fixe pas de date sur le moment où il a réalisé que c'était de l'abus à l'âge adulte, mais quand Oprah Winfrey lui a demandé quand il a réalisé que c'était de l'abus, il a dit « c'était quand Wade s'est dévoilé ». Mais même si nous acceptons l'affirmation de Dan Reed, selon laquelle James Safechuck savait en 2005 qu'il avait été abusé, seulement qu'il ne savait pas jusqu'en 2013 que ces symptômes étaient un résultat de ses abus présumés, ils ne font que rencontrer plus de problèmes avec cela. Car quels étaient certains de ces symptômes ? Par exemple, James Safechuck déclare à maintes reprises dans sa déclaration que pendant toutes ces années, il vivait dans une peur et une terreur constantes, qu'il serait exposé et que sa vie serait finie si tout cela était exposé. Il a également affirmé que quand, en 2010, sa femme et lui ont eu un fils, ma peur d'être exposé s'est aggravée quand j'ai réalisé que maintenant, d'autres personnes faisaient partie de ma vie et je les y entraînais. J'ai commencé à voir à quel point les enfants sont innocents et à m'inquiéter à l'idée d'avoir des pulsions pédophiles. Donc l'histoire est maintenant que James Safechuck savait qu'il avait été agressé, mais ne savait pas que des symptômes comme un constant état de peur, de terreur et d'anxiété à l'idée d'être exposé en tant que victime d'abus sexuels, ou que l'inquiétude d'avoir des pulsions pédophiles envers son fils était liée à son abus sexuel présumé. Est-ce cela l'histoire maintenant ? Jusqu'où sommes-nous prêts à suspendre toute logique pour ces accusateurs ? Chantal Robson dit qu'ils ont été contactés pour venir à l'hommage à Michael Jackson de juillet 2009, sans préciser dans quel contexte. Wade Robson avait envoyé un mail à Taj Jackson afin que toute la famille Robson puisse être invitée. Taj Jackson a rendu le mail public. Wade Robson se souvient soudain dans le film qu'il a pleuré au mémorial, ce qu'il avait oublié lors d'une déposition précédente en 2016, où il était incapable de répondre à cette question. La scène devient soudain plus mélodramatique dans le film. Voici l'extrait vidéo de la déposition de Wade Robson en 2016, où il ne se rappelait pas s'il avait pleuré. We both slept in the bed with Michael. And at some point that second night, she said to me, I think we should, you and I should sleep upstairs. I don't know why. I don't know why she said that or why she thought that. But I didn't want to. So whenever it was bedtime, she went upstairs and Michael and I stayed in the bed downstairs. And I believe at some point that night the abuse started. So, have your memories changed as you've gone through that process? They've evolved. What do you mean by evolved? Yeah, not changed in a sort of black to white sense. Like I thought it was this thing. Well, they have as far as prior to the healing process, right? Prior to disclosing. But post-disclosing the abuse in 2012 and beginning that healing journey, they've evolved as far as I remember more details about scenarios as it goes along. It evolves, details get added to. Do you recall being subpoenaed for the criminal testimony in 2005? I do. Do you recall where you were when you were subpoenaed? I don't. Do you recall if you were with anyone when you were subpoenaed? I don't remember how I got the subpoena. This is a transcript of your testimony from the 2005 criminal trial, correct? It appears to be that way. On line 18, you're asked, Mr. Robson, did Michael Jackson ever molest you at any time? And you said, absolutely not, correct? Correct. And that was a lie, right? That was a lie, yeah. Okay. On line 21, you're asked, Mr. Robson, did Michael Jackson ever touch you in a sexual way? And you responded, never, no, correct? Correct. And that was a lie, correct? That was what I had rehearsed with Michael. And you now claim that that was a lie, correct? That was not the truth, yeah. On line 24, you're asked, Mr. Robson, has Mr. Jackson ever inappropriately touched any part of your body at any time, correct? Correct. And your answer was no, correct? Correct. And you now claim that that was a lie, correct? That was not the truth.
You turn to page 9100. On line 14, you were asked, and at no time has any sexual contact ever occurred between you and Mr. Jackson, right? Do you see that? Yes. And your answer was never, correct? Yes. And you now claim that that was a lie, correct? That was not the truth. Did you cry at the memorial service at the Staples Center? I might have. I don't remember. Were you invited to the private memorial? I don't believe so. Were you upset that you were not invited to the private memorial? Yeah, I was hurt. Why? Because at that point, you know, I still thought that that Michael and I were, you know, were close friends for a very long time, had a long relationship, that, you know, that I would have been included in something like that. This is an email that you wrote to Jeff Thacker on June 26, 2009, correct? Yeah. Is the show that you're referring to in the last, second to last sentence or second to last line, you said, I wanted to write you now, so if you guys are thinking of doing any dance tribute to MJ on the show, I would like it to be me who does it. Do you see that? Yeah. Is the show So You Think You Can Dance? Yeah, I believe so. Is Jeff Thacker associated with So You Think You Can Dance? Yeah, he's a producer. It speaks to my compartmentalization at the time. Wade parle de sa dépression et l'associe à son traumatisme supposé, sans parler des vrais motifs de sa dépression qu'il a évoqués lui-même sur son blog, la pression liée à son travail. Je vous renvoie à ma vidéo sur Wade Robson. Amanda Robson dit qu'elle ne savait rien sur l'abus sexuel d'enfants, alors qu'elle a d'abord été présentée sur le site de la fondation de Wade et Amanda Robson comme étant une victime. Joy Robson prétend qu'elle aurait découvert que Wade avait été abusé quand il le lui a dit en 2012. Des captures d'écran montrent qu'elle a continué à liker des statuts positifs concernant Michael Jackson sur Facebook, même après cette supposée découverte. Amanda Robson se demande comment on peut laisser son enfant dormir avec un inconnu et affirme qu'elle a été en colère contre Joy Robson en découvrant cela en 2012. Or, elle savait déjà que Wade avait dormi avec Michael Jackson. Elle l'a entendu le dire pendant le procès où il témoignait en tant que premier témoin de la défense. Elle était dans la salle et Tom Mesereau a mentionné sa présence. Monsieur Robson, oui, c'est votre fiancé juste là, correct? Oui. Vous êtes hétérosexuel, correct? Oui. Vous êtes un ami proche de Michael, correct? Oui. Il est suggéré avec un extrait vidéo que la plainte de Wade aurait été rejetée juste pour une question de temps, car considérée comme trop tardive, et ce sans préciser que la plainte a été rejetée par le juge avec des sous-entendus sur la crédibilité de certaines des affirmations de Wade Robson. Des extraits vidéo sont diffusés afin de discréditer les fans et défenseurs de Michael Jackson. Ces gens ne connaissent pas Michael, dit Chantal Robson. Chantal Robson n'avait rien à reprocher à Michael Jackson de son vivant et elle a témoigné en sa faveur lors du procès de 2005. Elle parle soudainement de lui négativement en fonction des accusations de son frère. Par ailleurs, Chantal Robson semble oublier que certains fans ont connu personnellement Michael Jackson, voire ont fait partie des témoins potentiels de la défense pendant le procès, car ils avaient rencontré les Arvizo à Neverland. C'est le cas de fans dont on peut entendre le témoignage dans le film Scare One, où elles reviennent sur les incohérences des accusations des Arvizo qu'elles ont pu constater elles-mêmes. Le film est en anglais, mais on peut mettre les sous-titres en français. Il est suggéré que les fans seraient aveuglés par la célébrité et que c'est pour cela qu'ils défendraient Michael Jackson. Aucune allusion n'est faite à la connaissance pointue que certains fans ont du déroulement du procès, notamment grâce à la lecture de la retranscription du procès et de documents judiciaires qui sont abondamment évoqués et cités sur ma chaîne YouTube. Amanda Robson parle des autres enfants qui seraient victimes et que l'on ne connaît pas. Où sont-ils? En réalité, après la diffusion de Living Neverland, plusieurs personnes ayant fréquenté Michael Jackson quand ils étaient enfants l'ont défendu publiquement en réaffirmant qu'il n'était pas victime. Frank Cascio, Brett Barnes, Macaulay Culkin, Emmanuel Lewis, Kelly Parker, Talon Zaytoun, Aaron Carter, Anton et Francisca Schleiter. Une scène finale est diffusée où Wade danse devant un public.
Kevin Lipsey Sr. était présent lors du tournage de cette scène et témoigne du fait que Wade Robson lui a parlé très chaleureusement de Michael Jackson. Kevin Lipsey a raconté sa rencontre avec Wade Robson dans un podcast de John Ziegler. When I met Wade, I was already told by a friend of mine who was actually there on the gig with me who he actually was. I did not know who Wade was when I first saw him. As you stated before, I did not know as to the reason why we were there. But when I finally talked to Wade, I started off a conversation, something like, hey, man, I heard you, used to work with Mike and this, that, and another. And I proceeded to ask him questions in terms of, how was that, working with Mike, this, that, and another, being with Mike. And Wade told me nothing but good things about Mike. He spoke very highly of him. He actually accredited Mike for what he was actually doing presently to this day in terms of dancing and choreography and things of that nature. So I had no reason to think that, none whatsoever, just by how he spoke to Michael, his body language. He spoke to Michael's character, this, that, and another. And so I had no reason to think that this was some sort of documentary that was speaking against Michael. All right, so this is obviously the crux of the story, so I want to go through it a couple times. So to review, you're there, you don't know who Wade Robson is, but you have a friend who's there with you. Was this a person who's in the band, or was this a musician? Yes. Okay, so a musician recognizes Wade Robson, correct? Mm-hmm. All right, and they say, hey, that's the dude that was close to Michael Jackson, right? I mean, was that the context? Right, absolutely. And so, of course, as a Michael Jackson fan, this piques your interest, correct? Absolutely. Right. I mean, of course, you're a big fan of Michael Jackson. This is a guy who's connected to Michael Jackson. You're there to do a gig. So, of course, and you've got lots of time because that's what happens at these events. And so you're going to pick his brain about Michael Jackson. That's a perfectly natural thing to happen, right? Absolutely. Okay. And so when you do that, you get nothing but positive things about Michael Jackson from Wade Robson, correct? Nothing but positive things. Do you remember any quote or anything close to a quote in particular about Michael Jackson from Wade Robson? I think that one that really sticks in my mind is that, like I said, he accredits Michael for what he's actually doing. And like I said, he really spoke very highly of Michael. He praised. I would go as far as to say that he really praised Mike. So, like I said, once things actually kind of over the evening kind of unfolded, I just found it, John, honestly very hard to believe that this man was inappropriately touched by Michael Jackson. And why did you come to that conclusion? Like I said, it's just his body language in terms of when he talked about Mike. It's just his overall disposition. You clearly saw, I clearly saw, and you kind of, over the course of the evening, you kind of put things together after talking with Wade, after talking with Dan, and talking amongst ourselves as musicians and all that. We just kind of put things together. We were talking once. I remember one time we were talking amongst ourselves and we were saying, man, there's no way that, this guy was inappropriately touched or, this, that, and another. Because I didn't really get that information until the friend of mine actually brought it to me. I mean, I had no clue. Okay. What was actually going on. I want to make sure we have the timeline correct here. So you go in there, no knowledge why you're even there. You don't even know who Wade Robson is. You get told who Wade Robson is, not in the context of sex abuse, but in the context of he was a guy who danced with Michael Jackson, correct? Your first context of Wade Robson had nothing to do with sex abuse, correct? Right. Okay. All right. And so you have this conversation with Wade. Hey, dude, heard you were close to Michael. What was that like? He gives you nothing but praise, which is what I'm assuming you're expecting. All is well and good. And then based upon our previous conversations, and correct me if I'm wrong, but what something
there's a transformation as the day goes on, as the documentary starts to get filmed, and Wade starts to make statements that I think you referred to as almost like he's talking in code, that makes you start to think, what the heck's going on here? Is that a fair assessment of what happened? Yes, that's absolutely fair. He started speaking in what I call encrypted messages, not only to parents, but the kids and the teenagers that were actually present in the room. And let me go ahead and say this again, totally unsuspecting as to the real reason why we were actually there. So you had two versions of Wade, in my estimation. One portrayal was Wade in a sense where he was praising Michael Jackson, this is that, another. Very cool guy, but when the camera started rolling, he started portraying himself as this victim. Now, the reason why I say that, I didn't know it at the time until later. And also when I finally saw the documentary, and I'm saying to myself, wow, that's not what he portrayed to me. That's not what he portrayed to me. And so everything became evidently clear at that point that, what they were actually after. All right, now, so this is another important point of the story. So it sounds to me, again, please correct me if I'm wrong, it sounds to me as if what you're describing is that Wade Robson is there effectively like an actor on a movie set, where when the camera's not on, he's real, and he's talking about Michael in what you perceive to be an honest way. And then Dan Reed's camera turns on, and they start filming for the documentary, and all of a sudden he's a different person, like he's playing a role as an actor. Is that fair? That is very fair. That is very fair. And tell me why you perceived it that way. Like I said before, he came off to us as very genuine, a very cool guy. And I don't know if you know this or not, but, when you are talking to a lot of musicians, man, there are several different conversations that are going on. And usually it's just guys just really talking to guys. So you can really kind of just let down your hair and just be a guy. And that's what Wade was. He was very comfortable around us, very transparent in terms of, just him being just a regular guy. I mean, with some guys, he even actually exchanged numbers. He told us that he wanted to work with us again. He absolutely loved our professionalism, this, that, and another. He just seemed like a regular guy. Now, when the cameras came on, he started talking encrypted messages. And I'm at my station, and I'm just kind of looking because I also provided an audio feed to Dan and his crew. And so he's talking to the kids that were in the room. In my estimation, I think that a lot of people that were in that room were, like I said before, very unsuspecting of why we were actually there. And it was almost like he became just another person, this huge victim that we had never seen. And so when he started talking in these codes, these encrypted messages, it became very evident at that time that now this has gone to another level here. Now, and so I'm sorry to interrupt, but so when you say these encrypted messages talking in code, you're getting the sense he's a victim, but you don't at this point know a victim of what, do you? No, I absolutely do not know at all. I'm still kind of in the dark in my timeline. I'm still in the dark because now the cameras are on, and I don't have time to kind of like talk to my friend that was actually there because he knew more about the situation because he actually booked the actual gig. And so I didn't have time to actually talk to him. So as you can imagine, I'm standing at my station and I'm listening to all this. I'm providing sound reinforcements for Wade and also the band. And so I'm just trying to put all this stuff together. I really am, Dan. I really am, John. Yeah, please don't call me Dan. No, I'm sorry. You're not Dan. You're not Dan. Understood. So you must have been rather confused at this point. You're still not connecting this to Michael Jackson in any way, are you?
Not at all. So- Not at all. Okay, so when does that change? When do you start to realize what's really going on here? Well, after the video shoot, actually, not video shoot, but a documentary. Now I know it was a documentary. After things kind of wrapped up, the musicians, we kind of huddled up together, and we just started just comparing notes. I mean, as we would normally do with any gig. You know, how did it go? You know, how did everything sound? Oh, man, you guys did really well, this kind of stuff. And so one of the guys kind of brought up this whole thing again, which I think it was good for me because I really wanted to know. And so I started asking more questions. And when we actually started, you know, conversing about it and talking about it, that's when we just kind of put 1 and 2 together. We were like, wait a minute, so this guy says he was with Michael Jackson. Now these guys are saying that they're doing something for either Netflix or HBO. And now I understand why he was saying these things. So I asked my friend, I said, man, is this guy alleging that Michael has done something to him? And he says, man, I really don't know. He says, I really don't know. But he says, something changed. And I said, absolutely something changed. I said, did you hear how he was talking? And we were just kind of conversing with one another. And they were like, yeah. But then we were like, well, he wasn't talking to us like that when we were just kind of, you know, just guy talk. It was almost just like you said, it was almost just like an act. It was a well-planned act. Even to the point where the kids that were in the room, like I said, I know that they had no idea because I actually spoke to some of the teenagers. Honestly, man, they were just actually glad to be in the same room with someone who had been with Michael Jackson. But they didn't know about the abuse allegation, I'm taking. They didn't know at all. Okay. Le film se termine avec une scène mélodramatique où Wade brûle ses souvenirs de Michael Jackson, mais il a déjà vendu en 2011 les souvenirs de valeur qu'il avait gardés de Michael Jackson. Les souvenirs qu'il brûle sont de moindre valeur. Wade a demandé à rester anonyme et a dit qu'il voulait que personne ne sache que c'était lui qui vendait ces objets en 2011. Mais nous n'avons pas été d'accord avec ça et nous l'avons listé comme la collection Wade Robson. Il a consigné de multiples objets et il voulait que nous vendions tous les objets qui avaient de la valeur. Wade a consigné sa collection à nous directement. Il était la personne que nous avons payée quand nous avons vendu sa collection. Il avait besoin de l'argent. Une remarque supplémentaire. Dans Living Neverland, la musique est omniprésente en fond sonore et est visiblement utilisée pour suggérer lourdement aux téléspectateurs ce qu'ils doivent penser ou ressentir sur la supposée crédibilité des histoires racontées par les Robson et les Safechuck. La bande originale du film a été diffusée et commercialisée avec des titres d'un goût parfois douteux pour les morceaux. Magical Moment, Enchantment, Touch of His Hand. Pour rappel, ce film est supposé décrire des agressions sexuelles d'enfants. Une démarche pour le moins étonnante concernant un film dans lequel Wade Robson et Jimmy Safechuck affirment que leur démarche n'est pas fondée sur la recherche d'argent.